Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, première séance de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité internationale, au Soudan, décrochage scolaire sur fond de pauvreté. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui à la signature du décret portant promulgation de la loi adoptée à l'Assemblée nationale ce matin dans la teneur suite. La présente loi vise à qualifier d'organisation terroriste le mouvement du fruit armé. L'article 2, l'adhésion, le soutien, la participation et ou la contribution directement ou indirectement aux activités du groupe terroriste dénommé Fruit armé sont passibles de sanctions pénales prévues par les dispositions pertinentes de la législation nationale de lutte contre le terrorisme en vigueur. Et l'article 3, la présente loi entre en vigueur à compter de sa promulgation et publiée selon la procédure d'urgence dans le journal officiel de la République de Djibouti. Eh bien, nous revenons sur l'adoption de ce matin de la loi de l'Assemblée nationale, où le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a présidé ce matin la première séance de la deuxième session ordinaire, en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, de l'ensemble des députés et des ministres. La représentation nationale se réunissait pour l'examen en procédure d'urgence du projet de loi numéro 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification du mouvement de groupe terroriste. Ce texte a été transmis en procédure d'urgence au bureau de l'Assemblée après son approbation mardi dernier en Conseil des ministres. En introduction de la plénière, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a réitéré au nom de ses collègues les condoléances attristées à l'endroit des familles des victimes et a prié Allah de recevoir dans son paradis éternel les martyrs et de renforcer la pertinence, la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. Il a par la suite convié l'auditoire à se recueillir et observer une minute de silence et de reciter la Fatiha pour nos soldats tombés dans le cadre de leur mission à Garabitsan et à Beledweyne en Somalie. Rappelons qu'après la présentation du rapport verbal, le Premier ministre a déclaré le rejet de la condamnation de l'attaque terroriste. Il a expliqué la stratégie globale du gouvernement marquée par l'impact attendu de la loi numéro 170 affichée la solidarité avec l'armée nationale. Le président de l'Assemblée, au terme de l'adoption unanime de la loi 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification du mouvement du groupe terroriste, a clos la séance. Eh bien, je vous le disais, en introduction de la plénière, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a retiré au nom de ses collègues les condoléances attristées à l'endroit des familles des victimes et a prié Allah de recevoir dans son paradis éternel les martyrs et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. Je vous souhaite la bienvenue pour la tenue de notre première séance de la deuxième session ordinaire en ce jour du jeudi 13 octobre 2022. Nous nous réunissons aujourd'hui pour une séance spéciale qui a pour objectif l'examen du projet de loi numéro 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste qui a été transmis en procédure d'urgence hier après son approbation mardi dernier en Conseil des ministres. L'attaque terroriste de la nuit du 6 au 7 octobre dernier a endeuillé nos forces armées à Karabtissan. Je réitère au nom de la représentation nationale nos sincères condoléances à l'endroit des familles des victimes et prie Allah de recevoir dans son paradis éternel nos shuhada et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. La représentation nationale réaffirme par la même occasion l'importance de la mobilisation et le soutien unanime de la nation à l'égard de l'armée nationale. Eh bien, dans son discours, le Premier ministre a déclaré le rejet et la condamnation de l'attaque terroriste. Il a expliqué la stratégie globale du gouvernement, marqué l'impact attendu de la loi 170, affiché la solidarité avec l'armée nationale et exprimé ses condoléances aux victimes. Le terrorisme a frappé notre pays. Il a frappé lâchement dans un attentat organisé
et froidement exécuté. Il a emporté 7 de nos braves soldats morts au service de la nation. En cet instant si grave, si solennel et si douloureux, je veux exprimer au nom de la nation ma compassion, mon affection, ma sollicitude aux familles et aux proches endeuillés. La République est et sera pour toujours à leur côté. Mes pensées vont également aux blessés et à ceux qui sont portés disparus, ainsi qu'à leurs proches. Mesdames et messieurs les députés, notre pays a, depuis son accession à l'indépendance, traversé des moments difficiles. Nous avons connu des crises économiques, sociales et politiques. Nous en sommes toujours sortis plus forts et plus outillés pour faire face aux nouveaux défis. Ces crises nous ont parfois conduits au pire, c'est-à-dire à la confrontation armée. Les marchands des malheurs de tous bords ont cherché à mettre de l'huile sur le feu afin d'attiser la haine et le discorde entre nous. Face à cette situation qui était inédite, nous sommes restés lucides et fait appel à nos traditions et valeurs ancestrales des règlements de conflits. Un mode de règlement qui a porté nos fruits et a donné naissance aux accords entre le gouvernement et la rébellion des Frudes à plusieurs reprises, et notamment l'accord d'Abraham. Dans la foulée, notre peuple, par référendum, a approuvé une constitution qui garantit à chacune et à chacun les libertés, les droits fondamentaux, notamment le droit de fonder des partis politiques qui ont, si le peuple leur fait confiance, à la possibilité de gouverner, de gérer les affaires publiques. Une frange jusqu'à-boutiste, usurpant le titre de Frude, a rejeté la paix et les avancées démocratiques. Ces éléments appuyés et organisés de l'extérieur se sont au fil des années transformés en bandes criminelles et terroristes qui cherchent à détruire les institutions étatiques et républicaines. Ils cherchent à instaurer le chaos, un terreau où prospèrent les groupes terroristes. C'est pourquoi le gouvernement, suivant les instructions du président de la République, a souhaité apporter une première réponse aux défis de la lutte antiterroriste dans un état de droit à travers la soumission à la représentation nationale d'un projet de loi désignant le Frude armé comme une organisation terroriste. Réécoutons ensemble le discours du Premier ministre lors de la première séance et de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'examen en procédure d'urgence du projet de loi numéro 170 de la 2022 de la 8e législature. Mesdames et messieurs les députés, je vous invite en tant que représentants du peuple djiboutien à voter ce projet de loi en procédure d'urgence pour répondre à l'émotion suscitée par ces attaques terroristes auprès de la nation. Les Djiboutiens attendent ce message fort de leurs représentants. La désignation du Frude armé comme une organisation terroriste est une réponse immédiate et efficace pour lutter contre ces groupes terroristes, de désorganiser la filière sur le territoire national, traquer les individus membres et les empêcher de passer à l'acte. Mesdames et messieurs les députés,
Ce projet s'inscrit pleinement dans notre état de droit, puisque l'Assemblée nationale contrôlera toutes les mesures en œuvre à cet égard dans les délais et formes prévus par la Constitution. Ce texte tire également toute sa force de la résolution numéro 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 novembre 2001, qui déclare en son considérant 5 que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires au but, aux principes de l'Organisation des Nations Unies et que le financement de l'organisation d'actes de terroristes ou à l'incitation de tels actes en connaissance des causes sont également contraires aux buts et principes des Nations Unies. La désignation du FRUD armé comme organisation terroriste va permettre à notre pays de solliciter nos partenaires régionaux et internationaux, de s'abstenir d'apporter quelque forme que ce soit, actif ou passif, à ces groupes terroristes ou à ses membres, ne pas donner refuge à ceux qui financent, organisent ou appuient ces groupes ou en recèlent les membres, empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme comme ceux de vendredi dernier n'utilisent pas leur territoire. Empêcher le mouvement des membres, le mouvement de ces membres en instituant des contrôles efficaces aux frontières. Le projet de loi portant désignation du FRUD armé comme groupe terroriste, soumis aujourd'hui à votre vote, va s'accompagner dans les prochaines semaines d'une stratégie globale de lutte contre ces groupes armés, de sécurisation de tous les recoins du territoire national et la mise à disposition de nos forces armées d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper davantage, mais aussi pour recruter et former du personnel. Le gouvernement étoffera également le cadre juridique de prévention et de répression du terrorisme qui instituera une liste de groupes terroristes et criminels et définira des critères objectifs ainsi qu'une procédure pour l'inspection de ces groupes sur la dite liste. Mesdames et Messieurs les députés, je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel solennel et urgent à la communauté des nations afin de nous soutenir et traquer avec nous ces criminels qui terrorisent nos concitoyens et tuent les vaillants hommes et femmes qui assurent jour et nuit notre sécurité et la sécurité de ceux qui vivent avec nous. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, au terme de l'adoption unanime de la loi numéro 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste, a clos cette séance spéciale en réitérant la volonté commune de solidarité et de mobilisation de l'ensemble des députés aux victimes, à l'armée nationale et à la nation. Le projet de loi numéro 170 de l'année 2022 portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste est adopté en unanimité. Merci. Et c'est communiqué où le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Mao Niang, a déclaré que la partie chinoise avait noté le reportage pertinent. La partie chinoise, a-t-il dit, est choquée et condamne cet événement d'attaque et exprime les profondes condoléances aux familles des victimes. La partie chinoise soutient fermement les efforts du gouvernement et du peuple de la République de Djibouti pour maintenir la paix et la stabilité nationale. C'est lors d'une conférence de routine de presse que lorsqu'un journaliste a posé cette question, comme suit d'après le reportage récemment, le camp militaire de Djibouti, a-t-il dit le journaliste, dont la région de Tadjoura a été attaquée par la faction armée du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, faisant 7 morts, 4 blessés et 6 disparus dans l'armée djiboutienne. Eh bien, dans le cadre de l'alerte maximale déclenchée le 6 août 2022,
le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a rassemblé le 12 et le 13 octobre à la piste de défilé de Cheikh Ousmane près de l'ensemble des personnels et moyens des corps et de formation de la garnison de Djibouti, ainsi que les unités de la police nationale, de la garde-côte. Les ordres pour ces rassemblements ont été donnés tard dans la soirée du 11 octobre, lors d'une réunion stratégique des plus hauts importants entre le CMGA et le haut cadre des forces de défense et de sécurité. L'objectif de ces rassemblements de masse était de tester l'efficacité du dispositif d'alerte mis en place, ainsi que la réactivité des hommes à répondre à l'appel dans le plus bref délai. Et bien, dans ce cadre de ce contrôle opérationnel, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, et du sous-chef d'état-major de la défense, le colonel-major Mohamed Qayad Guélé, a passé en revue la totalité du dispositif composé des corps et formations de l'armée djiboutienne, des unités de la police nationale, de la garde-côte. L'ensemble des moyens organiques et spécifiques ont également été inspectés. Vérifier leur opérationnalité, l'objectif de cette mise en condition opérationnelle était de permettre à chacun, qu'elle soit à sa place au sein des forces, d'acquérir un niveau de préparation physique, mentale, adapté aux spécifiques et aux contraintes de son emploi et de ses missions. تغي الوادي مركيان عسكري قلا عرليجي نولينا غي إبقو قدرتون وقدا حساري
tahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhartoon ogada xilsaarayay arlagu gam'aanahay tiir la irkadaanahay adiga haadamtaanahay arlagu gam'aanahay tiir la irkadaanahay adiga haadamtaanahay ololyo dabbaanahay onkod iyo colobaanahay adin laga baqaanahay sef laba aflaanahay gesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay ololyo dabbaanahay onkod iyo colobaanahay adin laga baqaanahay sef laba aflaanahay gesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay abur iyo masbaano eedaad ku imaa karo abur iyo masbaano eedaad ku imaa karo abaqaadalkeeniyo kuwa aniga ii talin arrimaha ka soo baxa ka adkaynayaanahay abur iyo masbaano. Par la suite, le chef d'état-major général des armées a minutieusement contrôlé la capacité des moyens navals djiboutiennes, principalement engagés dans les missions de surveillance maritime et côtière. Après les honneurs militaires, le capitaine de corvette Hani Abdurrahman Moukarib, commandant des moyens navigants de la marine nationale djiboutienne, a accueilli le CMGA, le CMD, à bord du patrouilleur P22, comme ils m'ont appelé, adjudant Ali Mout, à la mémoire de ce valeureux personnage. Lors d'une présentation détaillée sur le moyen et effectif des personnels navigants ainsi qu'une démonstration matérielle, il est démontré qu'avec l'acquisition de nouveaux moyens navigants, la Marine nationale peut assurer la défense des eaux territoriales depuis le détroit de Bab el-Mandeb jusqu'au golfe d'Aden, armée des moyens et de défense, détection et d'interception de dernière génération. Le MND peut contenir toute menace maritime. En plus de ses missions de défense, le MND dispose des capacités de soutien, transport logistique, tactique pour débarquer et ravitailler les forces terrestres durant un éventuel déploiement. Après cette présentation, le chef d'état-major général des armées donnera ses dernières directives. Les derniers événements imposent à la Marine nationale de se renforcer davantage, augmenter sa vigilance et de se tenir prêt pour intervenir à tout moment.
adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuhu ma seexdeen adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuhu ma seexdeen ifka intaan ku noolahay waan ku iilanaynaa kugu hor qabowna ku ammaananaynaa ifka intaan ku noolahay waan ku iilanaynaa kugu hor qabowna ku ammaananaynaa ma og tahay ilwaadey markiiaan askari gala carligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray ma og tahay ilwaadey markiiaan askari gala carligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray Et bien, suite à ces multiples inspections, les généraux de l'armée djiboutienne décideront d'adopter un plan de renforcement au profit des régiments interarmés de Tadjoura, de Dikil. Le chef de corps du régiment blindé a présenté au CMGA les 2 unités du CCO prêtes à quitter la capitale immédiatement pour rejoindre la zone de manœuvre. Pour s'acquitter de cette mission, ils emporteront avec eux tous les moyens matériels nécessaires. Ce renforcement dispositif des corps de la région de l'intérieur et les manœuvres aériennes sur la zone frontalière avec l'Éthiopie représentent le premier pas de l'armée djiboutienne pour retrouver les frères d'armes portés disparus et éradiquer la menace dans cette zone. ololyo dabbaanahay onkod iyo colobaanahay adin laga baqaanahay sef laba caflaanahay gesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, qui a présidé aujourd'hui au siège de l'aviation civile de Djibouti la cérémonie de clôture de la formation d'instructeurs internationaux en sûreté qui s'est déroulée au sein des locaux de l'autorité de l'aviation civile. Cette cérémonie a vu la participation, outre du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, le directeur général de l'aviation civile, la chargée d'affaires de l'ambassade de France à Djibouti, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, le directeur général de l'aéroport international de Djibouti. C'est pour la première fois que cette formation en dehors de l'ENAC à Toulouse est organisée à Djibouti. Cette formation d'une durée de 6 semaines a vu la participation au-delà des stagiaires djiboutiens de 4
personnes de nationalité étrangère, ce qui révèle également pour notre pays une satisfaction supplémentaire. Cette formation a permis à tous les participants d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de procédures et contrôle de sûreté dans le secteur de l'aviation, le cadre légal, la sûreté, la procédure d'inspection, filtrage des personnes, des bagages et des objets transportés, les zones et les titres de circulation aux différents points d'accès, les principes techniques et d'analyse d'images radioscopiques, sans oublier les contrôles et l'inspection de filtrage du fret, du courrier, tout cela conformément aux normes et à la pratique et recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et bien concernant les stagiaires djiboutiens, la présence des inspecteurs de l'aviation civile, responsables du contrôle de qualité des agents, et la division de sûreté aéroportuaire du commandement de la GTA, responsable de la mise en œuvre des mesures de sûreté, seront tous sur le même pied d'égalité en termes de connaissances et agiront ainsi de concert afin de rehausser le taux de mise en œuvre effectif du système de supervision de la sûreté en République de Djibouti. Et c'est ce qu'a affirmé au micro de la radio-télévision de Djibouti le directeur général de l'aviation civile. Aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de clôture d'une formation en instructeur international en sûreté de l'aviation civile. Elle avait été organisée conjointement par l'autorité de l'aviation civile et la cellule régionale d'assistance de la sûreté de l'aviation civile, ainsi que la coopération française. Nous le remercions pour l'organisation de cette formation qui a eu lieu pour la première fois en dehors de la République française, en dehors de l'ENAC à Toulouse. C'est une première dans le monde que cette formation a lieu à Djibouti. Elle a vu la participation de stagiaires djiboutiens, mais également de stagiaires étrangers qui sont venus de par le monde pour pouvoir assister à cette formation diplômante et reconnue par l'OACI. Elle leur a permis, entre autres, à tous ces participants d'obtenir les connaissances nécessaires relatives au cadre juridique de la sûreté, ainsi que toutes les procédures et contrôles de sûreté de l'aviation civile, l'inspection filtrage des bagages, des passagers, de soute, les objets transportés, sans oublier le fret, le courrier. Donc tout ceci va permettre de réduire les actes, toutes les mesures entreprises pour limiter les actes d'intervention illicites au sein de l'aéroport international de Djibouti. Côté djiboutien, la gendarmerie et le transport aérien étaient présentes, ainsi que les inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile et la division de sûreté aéroportuaire. Aujourd'hui, toutes les institutions en charge de la sûreté en République de Djibouti ont été représentées, tant ceux qui sont en charge du cadre réglementaire, de l'inspection, de la surveillance, que ceux qui sont responsables de la mise en œuvre. Ils sont sur le même pied d'égalité concernant toutes les connaissances requises et ils vont travailler de concert aujourd'hui pour pouvoir relever le taux de mise en œuvre effective de supervision de la sécurité en République de Djibouti. Tout cela rentre bien sûr dans le cadre de la stratégie gouvernementale de développement du secteur aéronautique avec un renforcement de l'autorité de l'aviation civile, par la suite la certification de la compagnie nationale qui est actuellement en cours et Inch'Allah les projets de développement du nouvel aéroport à Beitley. Eh bien, dans son discours officiel, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a rappelé que ce type de formation tendra à se multiplier à l'avenir afin de donner une meilleure visibilité à la République de Djibouti et de renforcer notre stratégie de développement de l'aéronautique dans le court à terme. Permettez-moi tout d'abord de remercier la coopération française en général et la cellule régionale d'assistance à la sûreté de l'aviation civile, plus connue sous l'acronyme de la CASAC, d'avoir organisé pour la première fois cette formation en dehors de l'ENAC à Toulouse. Toutes les différentes actions menées entrent dans le cadre de la stratégie gouvernementale de développer les secteurs de l'aéronautique en ayant renforcé dans un premier temps l'autorité de l'aviation civile, en conduisant actuellement la certification de notre compagnie nationale et surtout les projets de construction d'un nouvel aéroport à Beitley. Ce type de formation tendra à se multiplier à l'avenir afin de donner une meilleure visibilité à la République de Djibouti et de renforcer notre stratégie de développement de l'aéronautique dans le court terme. Pour finir, j'adresse mes sincères félicitations à l'ensemble des stagiaires, aux instructeurs ayant délivré les différents modules de cette formation et un grand merci aux organisateurs.
direction les États-Unis d'Amérique ou dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui ont eu lieu à Washington, aux États-Unis. La délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, est composée du ministre du budget, Ismaël Ibrahim Lamblé, du président de l'autorité des ports, M. Aboubakar Omar Hadi, de l'ambassadeur de Djibouti à Washington, M. Mohamed Ziadou Ali, du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, et l'ensemble des cadres présents a eu une réunion bilatérale avec les dirigeants de la Banque mondiale, en la personne de Farid Belhadj, vice-président de la région MENA pour la Banque mondiale. Les échanges ont été sincères, fructueux. Les deux parties se sont félicitées sur les qualités de leur collaboration et l'ont convenu de continuer sur la lancée de la Banque mondiale à assurer pour sa part son appui sur les différentes réformes engagées pour l'État de Djibouti, en continuant leurs efforts de mobiliser les fonds supplémentaires pour accompagner le développement économique et social de notre pays. Retour à Djibouti, où dans le cadre des activités du mois de la jeunesse africaine, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé à Boadi Moul une journée porte ouverte d'expo, vente des produits et services des jeunes entrepreneurs. L'événement a réuni sur place, outre la ministre Dr Hibo, de Mme Mariam Hamadou Ali, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, de Mme Safia Mohamed Ali Gadile, secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, la représentante et la coordinatrice du système des Nations Unies par intérim, de la députée Ouma Mohamed Hamid, de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, le directeur général de la NPH, du directeur du Sheraton Hotel, du conseiller du directeur du CAC Bank, des nombreux invités et ensemble des hauts responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture. En réaction, plusieurs responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, du président des associations, des jeunes entrepreneurs et autres représentants des partenaires onusiens se sont déclarés que l'organisation de cette journée marque une dynamique pour un espace propice à revigorer l'élan promoteur et la réactivité de l'entrepreneuriat des jeunes en République de Djibouti. La dynamique de l'entrepreneuriat jeune est un des piliers pour la promotion, l'insertion socio-économique des jeunes en particulier et la politique de lutte contre le chômage à Djibouti en général, conformément aux stratégies du gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, visant au renforcement du secteur privé avec la création d'entreprises sous d'emploi et de richesse, a déclaré la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. Selon la ministre de la Jeunesse et de la Culture, l'organisation de cette journée porte ouverte d'expo-vente au Boadi Moul, qui s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la jeunesse nationale et africaine, qui a pour objectif d'encourager les jeunes entrepreneurs djiboutiens. Nous sommes aujourd'hui ici réunis dans le grand esplanade du Môle pour encourager tous nos entrepreneurs qui sont ici. Et donc, on est dans le mois de la jeunesse. Donc, c'est vraiment l'occasion d'offrir à tous nos jeunes la possibilité de s'exprimer. Et c'est pour ça que nous avons très rapidement répondu à plusieurs demandes qui voulaient qu'on puisse offrir un espace d'exposition avec nos jeunes entrepreneurs qui ont réussi et qui seront les leaders dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi. Donc, je voudrais aussi dire que les activités ne sont pas finies, il y en aura d'autres. Et on invite tous nos exposants vraiment à s'affirmer et à continuer à s'illustrer dans ce domaine pour appeler à tous les jeunes que ce domaine est aussi un domaine important pour le développement du pays. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui ont été avec nous, notamment le CLE, CAC Bank, D-Money, Sheraton Hotel. Donc nous avons deux partenaires maintenant qui sont fidèles, donc on leur dit merci. Et bien sûr, tous les invités qui sont venus aujourd'hui ici pour rencontrer nos jeunes entrepreneurs. Et bien sûr, toute l'équipe de la direction de l'insertion économique des jeunes. Donc c'est ça aussi ce que le ministère a maintenant, et dans son nouveau organigramme, un bureau, une direction qui est dédiée à tout ce qui est promotion, valorisation et accompagnement de jeunes dans les domaines de l'insertion économique. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la 58e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, plus connue sous son nom Afrozaï, s'est clôturée ce matin au Djibouti, place Kempinski. Rappelons que cette réunion de 3 jours ayant débuté le 11 octobre dernier s'est déroulée sous le patronage du ministre de la Justice chargé des droits de l'homme et des affaires pénitentiaires.
Sur les 56 pays membres de l'organisation, 25 pays avec plus de 100 délégués, dont 12 membres permanents du comité directeur de l'organisation, sont présents à la réunion de Djibouti pour débattre et mettre en place les mécanismes nécessaires à la transparence, à la bonne gestion des finances publiques. La bonne gouvernance étant l'un des défis majeurs du continent. Pour rappel, après Dakar, en mars 2021, c'est au tour de Djibouti d'abriter cette 58e réunion de l'organisation. Créée en 1976 à Yaoundé au Cameroun, la FLOSA est chargée de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la bonne gestion des finances publiques des pays africains, membres à travers la mise en place des mécanismes réglementaires. La République de Djibouti est membre de la FLOSA depuis 2001 et a intégré en 2005 l'une des 2 commissions techniques, à savoir celle du renforcement des capacités organisationnelles. Et dans l'actualité internationale, au Soudan, le pouvoir d'achat limite des familles, revendications sociales du corps d'enseignants et phénomènes météorologiques. Le système éducatif au Soudan est sous la coupe de plusieurs maux de tête. Une crise éducative profonde, vieille moult années. Les élèves soudanais ont renoué avec le schéma de l'école, mais plusieurs d'entre eux restent à la maison malgré la reprise des cours. Des familles n'ont pas les moyens de faire face aux dépenses scolaires dans ce pays où 7 millions d'enfants ne vont pas à l'école, particulièrement dans les zones rurales. La disparition des cantines scolaires a été un coup dur pour le système éducatif. La principale raison de l'abandon scolaire est l'extrême pauvreté dans les zones rurales. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous parce que notre programme télévisé, le programme continue sur Télé Djibouti. Et bon week-end à vous.